Alors, j'inviterai chacun des porte-paroles à venir prendre place en avant. Alors, au fond, ce qu'on va essayer de faire dans les minutes qui viennent, c'est de que chaque porte-parole de chaque groupe récapitule en 5 minutes les échanges qui ont été, ce qui ressort des échanges dans chacun des sous-groupes. Alors, ça va? On peut peut-être commencer d'entrée de jeu avec... On va continuer dans le même ordre que tantôt. Alors, au niveau de la prévention... Dans le fond, nous, on a dit qu'on a ciblé en fait 4 à 5 problématiques qui étaient vraiment centrales au niveau de la prévention. Donc, on parle beaucoup du soutien qu'on apporte à nos familles, mais aussi le soutien qu'on apporte aux gens qui sont dans le milieu éducation, dans les écoles et tout. Donc, on a aussi la problématique de l'accessibilité et de l'adaptation de nos services à la réalité et à la diversité de nos personnes. La perception qu'on a de notre système en tant que population, souvent, on n'est pas dans des liens de confiance, on est beaucoup dans la coercition et tout. Donc, de changer un peu nos perceptions du système, comme quoi, dans le fond, le système est là pour nous aider. C'est important de changer ça. Et les stéréotypes qu'on a aussi, dans le fond, tous les paradigmes qu'on a aussi c'est ça. Je vais y aller plus dans nos recommandations, en fait. Là. C'est vraiment, la base, c'est le soutien financier et relationnel. Au niveau du soutien financier, on pense aussi à un revenu minimum pour les familles, une accessibilité pour des logements ou des ressources d'hébergement aussi. Ressources d'hébergement, par exemple, pour des familles qui sont aux prises avec des problèmes en toxicomanie, qui sont prises avec des déficiences intellectuelles, des troubles du spectre de l'autisme, par exemple. Certains parents se font enlever leurs enfants sur ces prétextes-là. Donc, d'offrir des milieux aussi pour les jeunes familles, les jeunes parents. Et ça aussi, ces places d'hébergement-là, il ne faudrait pas que ça soit genré parce que souvent, ce qu'on voit présentement qui existe, c'est beaucoup des services pour les jeunes mères, pour les mères toxicomanes, les mères victimes de violences conjugales, etc. Donc, d'enlever un peu la question du genre dans ces ressources-là et tout ce qui est en lien avec les services secondaires, les services sociaux, oui, excusez. Ensuite, de travailler en réseau avec nos organismes communautaires, mais aussi de développer toute la question de père aidant et de mentorat, que ce soit à la fois pour les jeunes, mais aussi pour nos familles. Parce que ce qu'on disait, c'est que c'est bien beau d'avoir des activités, des ressources, des organismes et tout, mais que souvent, les familles les plus vulnérables, c'est pas eux qui vont aller chercher de l'aide. Fait qu'on se demande comment aller chercher justement ces familles-là qui sont plus vulnérables, qui ont moins tendance à aller chercher de l'aide. Puis on s'est dit, bien, peut-être que la solution est encore dans les pères aidants. On en a parlé beaucoup, mais justement d'emmener peut-être des équipes aussi qui sont mixées, en fait, avec un père aidant, un intervenant ensemble pour justement faire tomber un peu les barrières puis créer un environnement un peu plus qui fait du sens. Donc, on parle de la communauté, puis aussi beaucoup de l'éducation, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont liées à une absence de connaissances, des jugements de valeur. Fait qu'on parle à plus de connaissances, développer des connaissances au niveau des groupes ethnoculturels. On pense, dans le fond, à tout éduquer, dans le fond, tout ce qui est population en général, intervenants et jeunes aussi. Très bien, donc je vais simplement parler rapidement des obstacles dont le groupe a discuté et des différents leviers qui existent déjà qui peuvent être utilisés pour favoriser l'implantation de ces recommandations-là. D'abord, on parle beaucoup du problème des statistiques et des indicateurs qui sont un obstacle à la mise en œuvre de politiques, en tout cas qui sont une rigidité pour différents intervenants. Les coupures et la réforme du système de santé a fait objet de discussion comme un obstacle important à l'implantation des améliorations qui sont proposées. Et notamment, on parlait, disons, si on peut résumer en un seul point, là, il serait important de revaloriser le caractère de services sociaux dans le ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, ça a été un élément qui a été soulevé. Finalement, on a soulevé plusieurs exemples
de beaux cas de choses qui peuvent être utilisées pour faire progresser les choses. D'abord, Air ouverte, il y a beaucoup d'espoir qui est porté dans Air ouverte, dans la commission qui s'en vient cet automne. Les cliniques de concertation, à la fois celles qui ont lieu à Montréal, mais aussi celles dont on a eu l'exemple récemment avec le porte-parole belge, M. Le Maire, merci. On a nommé, par exemple, Upstream, qui est un programme qui a lieu à Hamilton, le programme Hearts, qui est donc, aux États-Unis que tu connais mieux, et le programme Rond-Point, qui sont tous des exemples qui peuvent être utilisés pour faire progresser les choses. Voilà. Les pratiques Merci. sensibles au trauma. Ah, merci beaucoup. On va enchaîner avec le thème portant sur la santé mentale, l'accès aux services de santé mentale et physique. Donc, l'accessibilité à des soins de santé physique et santé mentale. Donc, moi, je vais vous nommer un peu les enjeux que notre groupe a identifiés et Émilie va présenter les différentes pistes d'action qu'on pourrait mettre en place pour contrer ces enjeux-là. Donc, le premier enjeu, c'était la question, mais souvent, on va diagnostiquer un problème de santé mentale, mais il n'est pas très clair. Est-ce que ces difficultés résultent vraiment d'une problématique au niveau de la santé mentale ou davantage du parcours du jeune à l'intérieur de la protection de la jeunesse ou d'un traumatisme qu'il a vécu? Donc, c'est difficile de départager ça. Donc, au niveau justement de qu'est-ce qu'il y aurait à effectuer, il y aurait justement de réévaluer les diagnostics et les prescriptions pour s'assurer du bon dosage et également de s'assurer que le diagnostic, si c'est provisoire ou non. Au niveau du diagnostic en tant que tel, c'est s'assurer qu'il y ait au moins 6 mois de stabilité pour le jeune. Donc, s'il vient juste d'échanger de ressources, c'est clair que tu peux y détecter tout de suite un trouble d'opposition avec impulsivité. Et ensuite, justement, d'éviter les diagnostics précipités sur le coin du bureau. Donc, il y a des règles qui sont imposées au niveau des diagnostics, soit un nombre de rencontres ou un nombre d'heures d'évaluation. Donc, s'assurer que ce soit répété, que ce soit respecté et non justement là, que ce soit là, après 15 minutes dans le bureau, tu sors une prescription, 4 diagnostics avec un traitement appliqué. Oui, effectivement, on avait noté également de faire une différence au niveau de ce qui est émotionnel, ce qui est physique et ce qui est psychologique. L'exemple que je peux donner, en fait, c'est suite aux isolements, donc suite à une réaction physique, donc à une crise, on m'a envoyé en isolement qui a créé un choc émotionnel qui aujourd'hui a créé au niveau psychologique un problème neurologique et j'ai une fibromyalgie. Alors, je vous laisse tout démêler ça. Donc, il y a 3 critères, en fait, dans ma situation qui s'entremêlent, mais qui, en fait, à la base, partaient chacun de leur côté. Ensuite, un autre enjeu qui était soulevé concerne donc par rapport à cette accessibilité à des services, que souvent, ce n'est pas possible d'avoir accès à des services avant même d'avoir un diagnostic ou sans avoir un diagnostic. Donc, souvent, on nous pousse d'aller chercher un diagnostic pour aussi avoir accès à des services. Donc, c'est sûr qu'au niveau multidisciplinaire, les services généraux, donc ça, ce serait vraiment une importance. Donc, le multidisciplinaire, s'assurer que le diagnostic n'est pas posé seulement par un médecin, mais par évaluation d'une équipe. Les services généraux aussi, je veux dire, c'est important un médecin de famille, c'est important aussi que tous justement, tout ce qui n'est pas en spécialité soit appliqué. Et il y a aussi le fait de reconnaître la souffrance. Donc, ce n'est pas nécessairement autant physique que psychologique. Je veux dire, il y a une souffrance existante, il faut la reconnaître déjà à l'avance avant de la traiter. Donc, ensuite, l'absence des actions intersectorielles et aussi une absence d'intersectionnalité. Oui, une chance, c'est toi qui l'as dit, parce que j'ai des massacres. J'ai essayé de les dire tantôt. Alors, il y a l'implication des proches, donc autant que ce soit la famille ou un ami ou tout ce qui peut être positif, donc l'implication des proches. Le pouvoir médical est trop puissant, donc c'est quoi celui-là? Aussi encore une démarche multidisciplinaire. OK, oui, encore les démarches multidisciplinaires, excusez, et que le jeune soit au centre de la démarche. Est-ce que je peux être... Tu veux que je fasse les... Vu qu'on a... Oui, OK. Donc, il y a une idée qui a été émise, c'était la création d'un article de loi sur la santé, autant mentale que physique, au niveau de la DPJ, parce que maintenant, c'est simplement un article qui est appliqué au niveau de la sécurité, du manque ou de l'application, dans le fond, pour ces réglementations-là.
Donc, il y a le soutien aux intervenants pour la santé. Donc, c'est de leur apprendre la différence entre certains diagnostics ou certaines maladies. Joindre diverses structures, donc autant CIUS, CIS, organismes communautaires, formation sur la loi et instaurer des mesures pour les faire respecter, donc des mécanismes pour faire respecter ces lois-là. Et l'éducation, en fait, des jeunes vient à relier là-dessus. Au niveau du consentement libre et éclairé, qu'est-ce que c'est? Déjà à la base, c'est bien. Sur les lois, sur les rôles aussi des différents intervenants qui sont dans son dossier. Donc, si c'est un psychiatre, c'est un médecin généraliste, un intervenant, un psychologue, peu importe, c'est de savoir exactement lequel fait quoi pour savoir où se diriger, puis les expliquer là, dans le suivi. Oui, en fait, à ce qui existe déjà, on a au niveau de Air ouverte 1225, les cliniques jeunes, le RIC, qui est un par et pour, CARE Jeunesse par et pour, les approches alternatives, donc la gamme, les entendeurs de voix au niveau de la santé mentale, l'open dialogue et patient partenaire, excusez. Et oui, juste, il m'en reste une seconde, au niveau du continuum, ce qui est très, très important au niveau de la santé, les gros enjeux, c'est les coupures de services. Donc, mon Dieu, comment tu écris ça? Excusez-moi. Il faut conserver son équipe. OK, oui, il faut conserver. Mon Dieu, OK. Il faut conserver, dans le fond, son équipe, dans le sens où est-ce que le passage à la vie adulte, tu as les services coupés à 18 ans au niveau de pédopsychiatrie, psychiatrie, et les cliniques jeunesse, c'est 25 ans. Donc, il y a 2 coupures de services qui peuvent s'effectuer en santé. Donc, c'est de s'assurer qu'il y ait une référence qui est faite avant les 18 ans pour être certain que le jeune ait un suivi même au-delà de ses 25. Et bien sûr, empêcher la destruction des dossiers chez les jeunes qui peuvent permettre d'expliquer des situations actuelles ou des états comportementaux. Merci, Émilie. Merci, Benjamin. Alors, j'inviterai le ou les porte-paroles portant sur le thème de la stabilité et de la continuité. Et là, on va revenir vers les problématiques qu'on a regardées, moi puis mon équipe. Moi, je trouve qu'on se situe encore sur les mêmes problématiques que cet après-midi, ce matin. Et boy. Dans le fond, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais aller vers les pistes de solutions, en gros, parce que Maggie en a aussi de son bord. Nous devons travailler tous ensemble, avoir des services adaptés selon le jeune. Intervenants pivots, travailleurs de rue, travailleuses de rue. Les intervenants devraient sortir plus de leurs locaux pour intervenir auprès des jeunes. Les obstacles, il manque de ressources, l'instabilité, surcharge d'intervenants, d'encadrement, ça c'est une solution, endroit d'échange, de se connecter. Oui, vas-y. Dans les pistes de solutions qui ont été abordées, il y en a une qui était particulièrement intéressante. C'est une plateforme web qui est en train de se développer. On n'a pas le nom, mais c'est une plateforme web avec géolocalisation qui, dans le fond, mettons le jeune dans le node de l'application, ça va le situer, puis ça va lui donner c'est quoi les ressources communautaires alentour de lui. Fait qu'en situation d'urgence, c'est comment ça s'appelle? J'en ai aucune idée. On n'a pas nommé le nom, là. On a juste su que ça se faisait. C'est ça? OK. Parfait. S-A-M-I-C. SAMIC. Fait que ce serait peut-être un bon outil à se doter pour les interventions. Une autre chose qu'on a abordée, oui, c'est le transfert personnalisé qui peut se faire dans certains organismes communautaires. En fait, c'est une clinicienne pivot qui ne travaille pas pour l'organisme communautaire ni pour une institution. Elle, ça fait partie de son projet de recherche. Puis, dans le fond, elle fait le lien entre les organismes communautaires puis les institutions avec le jeune. Puis, ce qui est important dans son approche, c'est justement, le transfert personnalisé, c'est-à-dire qu'elle peut rejoindre le jeune dans les organismes, mais aussi, elle ne se limite pas au territoire de la bâtisse dans laquelle elle intervient. Fait que son intervention peut se faire sur le trottoir, peut se faire n'importe où. C'est où est-ce qu'elle juge que c'est pertinent.
Puis le dernier point que moi je voulais aborder, que ça a été quelque chose que j'ai vécu dans mon placement, c'est que quand on parle d'instabilité, il y a une chose qui favorise vraiment beaucoup l'instabilité d'après moi, puis c'est le retour précoce dans la famille. Parce que quand tu favorises trop l'intérêt de l'enfant à retourner dans sa famille biologique, puis que la famille biologique n'est pas prête, puis qu'ils ne sont pas capables d'en parler, bien, quand tu retournes l'enfant, il perd sa place dans sa ressource ou ce qui était avant. Fait que là, c'est de là probablement qu'il y en ait probablement plusieurs changements consécutifs. Donc, ce serait peut-être de revoir l'intérêt de l'enfant. J'ai l'impression qu'il est orienté vers le maintien du lien biologique, puis que ça peut favoriser l'instabilité parce qu'on rush trop pour retourner l'enfant dans sa famille. Merci. Merci beaucoup, Maggie et Geneviève. Maintenant, le porte-parole du thème « L'individualité » est appelé au micro. Ah, c'est moi, ça? Oui, oui, c'est toi. Excusez-moi, c'est parce que moi, j'avais noté « diversité ». Ouais. C'était les deux, l'individualité et diversité. OK. On n'a pas... En fait, on a soulevé beaucoup de choses, mais on a soulevé, en fait, 2 grandes familles de problématiques. Et puis, on a développé beaucoup de solutions par rapport à ça. La première, ça serait celle des peurs, préjugés et principes. On a beaucoup aimé ce terme-là qu'une participante a nommé, les 3 P, qui, en fait, font la promotion de l'intolérance et des violences qui peuvent exister autant dans nos systèmes que nos sociétés. Mais là, la question, c'est comment on déconstruit les peurs, préjugés et principes. Alors, on a sorti quelques solutions. Il faut être capable de légitimer les savoirs, de se positionner contre le regard colonisateur, d'être dans le partage des savoirs et des expériences, dans la multiplicité versus la limitation des représentations. Puis là, ça, c'est tout plein de belles solutions très abstraites qui ne se déposent pas vraiment dans un milieu. Fait qu'on s'est reposé la question comment on rend ça possible. Évidemment, bon, on parle de concepts comme peur, préjugés, principes. On parle du langage, puis de comment on se parle. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs espaces où est-ce qu'on a parlé de communication. Par rapport à ça, on a parlé de pollinisation et de pérennité, c'est-à-dire que quand il y a des initiatives qui permettent de mettre de l'avant la diversité, bien, c'est là où est-ce qu'il faut que ces choses-là se pollinisent puis existent de manière plus pérenne dans différents milieux. C'est sûr qu'il y a des bonnes idées puis il y a des champions, mais on disait tout le temps que dans ce monde-là, ben, il faut être capable de ne pas juste laisser personnaliser ces choses-là, mais qu'elles existent dans le général. Et puis, bon, c'est ça, on disait, on était dans le monde des coms, mais le monde des coms est très sollicité actuellement. Des messages, on en entend de partout et de par tous les canaux. Alors, comment on fait pour attirer l'attention? Comment on fait pour convaincre? On a dit qu'on pouvait aller vers les histoires et l'histoire. Alors, la grande histoire avec un grand H, essayer d'apprendre et puis de se déposer par rapport à ce qui s'est passé jadis, mais aussi les histoires. Puis ce qu'on voulait dire, c'est qu'on s'en est rendu compte dans le colloque dernièrement, c'est que quand on a des témoignages, des histoires qui viennent de des personnes, ça vient chercher les gens, puis on peut... Je pense qu'on a un sentiment plus convaincant lorsqu'on voit l'expérience des gens. On a aussi dit qu'il fallait être au bon moment et profiter des vagues. Ces temps-ci, on parle beaucoup d'innovation. Alors, essayer de plugger l'innovation sur certaines choses-là, ça permet de surfer cette vague-là et d'être capable de convaincre. On a parlé du edutainment, alors de l'éducation par l'entertainment. Et puis, on était dans des postures on parlait confronter versus affronter. Souvent, dans les réseaux sociaux, on est très cantonnés chacun de notre côté, mais il faut être capable de présenter nos choses sans être dans une posture agressive ou violente pour être capable de partager nos points de vue et puis de faire naître la diversité par rapport à ça. On a aussi dit que c'était très bien de pouvoir convaincre des avantages pour pouvoir être capable de changer les certitudes.
En fait, c'est ça, on se tourne vraiment là, à faire valoir le positif. Et puis, on a aussi dit qu'il fallait le faire dans des espaces propices. Alors, c'est ça que je disais tantôt là, sur la question de la confronter versus affronter. Le deuxième thème qu'on a soulevé, oui, ça c'était juste un, c'est les solitudes. On a parlé que dans nos sociétés, maintenant, on est très individualiste, mais que cet élément-là rend un manque de communauté. Puis d'exister en communauté, ça permet un meilleur vivre ensemble, mais ça permet aussi de partager le fardeau, que ce soit celui de la parentalité ou des difficultés sociales. Et puis que si on était dans des espaces plus communautaires, puis si on créait des espaces communautaires où est-ce que les gens peuvent exister ensemble et non pas de vivre dans leur petite boîte personnelle avec leurs propres valeurs, ça pourrait permettre la diversité tout en allégeant le fardeau qui peut être celui de vivre en général. Et puis, là, je regarde mes collègues, je ne sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit. Je pense que c'était pas mal ça pour les diversités. Merci. Merci Geneviève. Alors, j'ai invité le porte-parole qui au sujet du thème du pouvoir d'agir, à prendre la parole, les porte-paroles. Bonjour. Nous, dans le fond, on a établi 4 problématiques sur la question du pouvoir d'agir. La première, c'est l'absence d'espace d'expérimentation propre à l'adolescence, l'absence de travail sur le développement et les forces et l'exigence irréaliste envers les jeunes. Ou dans le fond, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que les jeunes n'ont pas le droit à l'erreur. On ne leur donne pas des espaces où ils ont le droit à l'erreur. Les pistes de solutions qui ont été apportées pour ça, c'est dans le fond la création de milieux de vie et d'espaces publics où la socialisation est valorisée pour les jeunes. Donc vraiment leur donner ces espaces-là où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent prendre la place qu'ils n'ont pas d'habitude. Les obstacles à l'obtention de cette piste de solution-là, c'est vraiment notamment la marchandisation et la criminalisation des espaces publics, où lorsqu'on les privatise de plus en plus et où est-ce qu'on établit de plus en plus de règlements, des couvre-feux qui les empêchent de s'approprier ces espaces-là, bien, on crée des gros obstacles à leur prise de parole. Et un levier pour régler ce problème-là, c'est vraiment utiliser le milieu communautaire et faire des partenariats avec le milieu communautaire pour permettre d'obtenir ces espaces et ces milieux de vie appropriés pour eux. La deuxième problématique qu'on a établie, c'est la non-reconnaissance et la non-validation de l'enfant comme être pensant, où on nie vraiment sa subjectivité. Une piste de solution pour ça, ce serait vraiment de reconnaître en tant que société qu'il y a une discrimination qui se fait envers les jeunes et envers les enfants. Vraiment prendre le temps de reconnaître ça. Il y a un obstacle à cette reconnaissance-là, c'est qui a été soulevé par le groupe semblait vraiment assez d'accord là-dessus, c'est que ça n'existe même pas dans l'imaginaire collectif. C'est même pas quelque chose qu'on a commencé à réfléchir encore. Et donc, ça amène aussi une absence de volonté politique d'aborder la question. On fait juste la contourner, on l'évite carrément. Et c'est quoi les leviers, dans le fond, pour résoudre ça? Ça serait d'inclure les jeunes dans toutes les décisions administratives ou politiques qu'on prend et de médiatiser les jeunes beaucoup plus, surtout lorsqu'il y a aussi des porte-paroles de jeunes qui s'impliquent dans différents mouvements. Ouais. On va continuer avec d'autres problématiques. On a regardé sur la problématique de la socialisation professionnelle qui est inadéquate. Donc, on se concentre beaucoup sur la gestion de risques par rapport aux enfants et non pas à leurs atouts. Et il y a des normes sociales aussi qu'on veut vraiment appliquer à leur parcours de vie sans nécessairement valoriser leur autonomie. Il y a aussi cette dominance de l'imaginaire criminologique. Donc, c'est vraiment ça un petit peu qui domine la façon dont le regard qu'on a sur les jeunes. On avait pris un exemple que s'il y a plus de 3 jeunes dans un parc, automatiquement, c'est une gang de rue. Ensuite, il y a aussi désapprendre l'impuissance. Donc, le fait qu'on ne soit pas en mesure de voir des accomplissements sur une base quotidienne, ça crée cette mentalité qu'on est complètement impuissant par rapport à notre pouvoir d'agir. Donc, désapprendre ça, non seulement dans la culture, mais aussi chez le jeune. Donc, les pistes de solutions, ce serait vraiment de créer des partenariats et des équipes interdisciplinaires. Donc, pas juste dans le domaine de la recherche, les institutions, le communautaire, mais aussi au travers des familles et centrer ça vraiment sur le jeune. Un obstacle à ça, c'est qu'on a vraiment une peur du changement, que dans la culture, cette culture qui
on est tous biaisés, puis il y a des façons dont on est biaisé qu'on ne sait même pas. Donc, ça rend ça encore plus difficile à faire un changement et puis avancer vers cette nouvelle approche. Un des leviers par rapport à ça, ce serait vraiment la justice transformatrice. En français, c'est comme ça qu'on dit ça, ouais. Donc, c'est une tradition autochtone à la base. Au lieu de complètement rejeter un jeune qui a fait une erreur ou avoir une approche punitive, on le réinstaure et on essaie de lui donner des outils pour qu'il puisse refaire partie du tissu social en prenant en considération, oui, les fautes, mais vraiment un support pour qu'il puisse croître et retrouver son pouvoir d'agir. Et aussi l'approche de réduction des méfaits. Au lieu d'attendre que le weed soit décriminalisé, pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste se rendre compte que peut-être c'est pas tout le monde qui a les mêmes façons d'utiliser la médication, mais aussi vraiment la réduction des méfaits dans toute l'approche de vie, pas juste centrée sur l'usage de drogue ou comment les approches cliniques ou médicales. Ensuite, on a une autre problématique. Ça va, tout le monde va bien? Okay. C'est la méconnaissance des lois et des droits des jeunes pour les intervenants, mais aussi des jeunes eux-mêmes. Donc, une des pistes de solution, c'est d'avoir de vraies formations critiques de la part des intervenants et quelque chose qui soit vraiment appliqué, pas juste qu'on l'écrive dans un livre que personne lit, mais qu'on vive vraiment ces lois et qu'on les applique. Et de la part des jeunes, c'est d'avoir une approche d'éducation populaire. Donc, à utiliser leur savoir et à apporter ces savoirs-là avec leur langage. Et, OK, je vous invite. Obstacle, c'est le statu quo et c'est facile de criminaliser plutôt que de regarder les problèmes systémiques. Et enfin, le levier, c'est la communication intersectorielle. Voilà, merci. Merci. Pour le dernier point, Janice et Kevin, sur la question de la transition à la vie adulte. La problématique, c'est le décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Beaucoup de gens en milieu fermé, comme cité ou quartier, sentent beaucoup de l'enfermement et un peu un avant-goût au milieu carcéral. Et les recommandations et les solutions, c'est ne pas ou même ne plus utiliser des mesures d'isolement et même organiser des salons avec toutes les ressources disponibles à l'extérieur en centre jeunesse. Sinon, pour une autre problématique qu'on a trouvée, c'est à propos des trous de service, des méconnaissances des ressources des services disponibles à la sortie. Donc, les solutions qu'on a trouvées, c'est de faire en sorte que les professionnels, les intervenants, ils connaissent les ressources disponibles à la sortie, de créer des liens avec ces ressources-là. Sinon, qu'ils présentent ces ressources aux jeunes et qu'ils accompagnent les jeunes dans ces ressources-là. Que les jeunes soient prioritaires dans certains services. Donc, par exemple, avoir un médecin de famille. Puis, comme Kevin t'avait dit dans l'autre, en fait, c'était pour ce point-là, organiser des salons avec toutes les ressources disponibles à l'extérieur du centre. Sinon, l'autre point, c'est que c'est difficile de vivre la rupture à 18 ans avec le centre jeunesse. Donc, des recommandations, des solutions qu'on a trouvées, c'est qu'on pourrait prolonger le lien avec le centre jeunesse après la majorité. Ou sinon, créer et maintenir le lien de confiance ou simplement une meilleure confiance avec les intervenants. Le quatrième point, c'est les critères pour intégrer certains programmes au sein du PQJ sont très restrictifs. La solution, c'est élargir les critères d'admissibilité au programme PQJ, en parenthèse, allonger la prise en charge après 19 ans, plus l'ouvrir à plus de jeunes, notamment les jeunes contrevenants. Cinquième problématique, c'est pas de négociation, pas de prise en compte des besoins par rapport aux décisions qui concernent les jeunes. Les solutions, c'est être à l'écoute des jeunes de où ils souhaitent vivre. Deuxième point, c'est se baser sur leurs besoins, leurs désirs, y aller selon les jeunes.
Troisième point, c'est faire des suivis individualisés plus longs. Et le quatrième, c'est mieux expliquer les décisions qui sont prises. Le sixième point, c'est le problématique, c'est manque d'apprentissage de l'autonomie ménagère, psychosociale, socio-professionnelle. Solution, c'est préparer les jeunes à être autonomes bien avant la veille de leur sortie de placement. Le deuxième point, c'est prévoir des ateliers sur le budget, la cuisine, les tâches ménagères dans toutes les unités de placement. Le septième problème, c'est manque de ressources en matière d'apprentissage de l'autonomie pour les jeunes contrevenants. Solution, c'est faire le même travail sur l'autonomie avec ces jeunes que ceux qui sont en protection de la jeunesse. Aussi, leur donner accès au PQJ, par exemple. Et le troisième, c'est les accompagner dans les ressources. Sinon, la huitième problématique, c'est qu'il y a peu de travail sur une bonne connaissance de soi et trop d'interventions sur les comportements. Donc, les solutions qu'on a pensées, c'est qu'on devrait développer une meilleure connaissance d'eux-mêmes avec des ateliers ou des activités et aussi organiser des activités alternatives ou leur faire connaître les thérapies ou même la zoothérapie. Le neuvième point, c'est manque de ressources alternatives en hébergement. La solution, c'est avoir plus d'appartements supervisés, aussi avoir des ressources qui acceptent les jeunes d'hébergement avec leur animal. Aussi, une autre solution, c'est multiplier les unités type DAVA et permettre aux jeunes de tester certaines unités de placement pour voir si elles leur correspondent. Il y a aussi une autre problématique. Mieux former les intervenants aux besoins des jeunes en ce qui concerne l'autonomie. Utiliser des outils, supports comme ceux produits par Porte-Voix pour les sensibiliser aux difficultés vécues par les jeunes pendant leur sortie de leur placement. Et aussi, donner plus d'importance aux pères aidants et donner plus de financement aux associations d'anciens placés comme celle présentée aujourd'hui. Je vais me permettre le petit mot de la fin. Je voulais remercier les jeunes du comité de l'EDGEP, l'ensemble des participantes du projet Porte-Voix, mais aussi tous les jeunes qui sont venus aujourd'hui, les jeunes de France qui sont là également, qui ont partagé, qui ont donné des idées, qui ont nourri la réflexion. Je pense que effectivement, tantôt, on me l'a soulevé, puis moi, je le savais quand on m'a dit qu'on avait juste une après-midi pour faire ça, que ça serait très violent, puis que ça serait très difficile, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à échanger, puis j'aurais comme le goût que, collectivement, on voit ça plutôt comme un point de départ, puis que ça nous inspire, en fait, à l'ouverture de nouveaux espaces pour créer ces rencontres-là. Des rencontres avec des personnes qui ont de l'expérience, des rencontres avec des personnes qui font de la recherche, des rencontres avec des personnes qui vivent les problématiques sur le terrain. Tu sais, souvent, on a tendance à vouloir mettre en opposition, des fois, est-ce qu'un intervenant, puis tu sais, même les jeunes, puis vous allez être d'accord avec moi, souvent, quand on commence le projet Porte-Voix, il y a une frustration, puis c'est comme le crise d'intervenant. Mais c'est pas vrai que quand on fait le travail de réflexion critique, on se rend pas compte que, dans le fond, on parle de la même affaire, puis que les difficultés que vivent les jeunes, les intervenants les vivent aussi, puis le milieu le vit aussi. Puis je pense qu'en créant ces espaces-là de rencontres à l'intérieur desquels on va travailler ensemble, il va vraiment y avoir un changement possible, un impact réel. Donc, merci aux jeunes, merci à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci également à Martin Goyette, merci au colloque et à l'école d'été, l'équipe de l'ENAP qui ont ouvert en fait cet espace-là pour nous aujourd'hui parce qu'on était un peu orphelins avec notre histoire de forum, là. Puis on s'est fait vraiment accueillir à bras ouverts avec des participantes qui étaient extrêmement impliqués, intéressés, qui ont apporté des réflexions. Moi, je vais avoir une espèce de travail vraiment horrible d'essayer de ramener ça ensemble dans un document écrit. Je sais pas comment je vais faire. Fait que vraiment, juste avant que tout le monde quitte, j'aimerais récupérer les notes qui ont été prises avec des noms, des numéros de téléphone, des porte-paroles, puis des preneurs-preneuses de notes pour s'assurer qu'il y ait une restitution de ça qui soit faite de manière juste et qu'il n'y ait pas d'interprétation possible dans la manière dont les propos pourraient éventuellement là, ressortir de l'exercice. Puis je pense que si je voulais, avec Porte-Voix, qu'on se laisse sur une idée
Aujourd'hui, c'est vraiment l'importance, en fait, de reconnaître puis de mobiliser la voix des jeunes dans l'ensemble, en fait, des prises de décision, la création de programmes, le développement des institutions, l'écriture des lois, l'espace public, la société. Il faut qu'on leur donne cet espace-là, puis afin qu'en fait que des personnes comme moi soient absolument obsolètes dans quelques années. Donc, je vous remercie tout le monde, puis je vous invite vraiment à venir les entendre et discuter avec eux et elles lors du vernissage à l'instant. Merci.